m'appelle Jean-Laurent Casselli, je suis journaliste, co-auteur également d'un livre récemment paru qui s'appelle « La France sous nos yeux » avec Jérôme Fourquet. On parle beaucoup de la société française, notamment sous l'angle des territoires, des paysages, comme on préfère dire. Et donc c'est un livre dans lequel on parle beaucoup de villes, de campagnes, de banlieues, de périurbains et des rapports entre ces différentes strates de territoire. Votre définition de la ville moyenne? La ville moyenne, c'est une définition par exclusion du reste, c'est-à-dire que ce n'est pas la campagne, ce n'est pas la grande ville, et a priori on estime que ce n'est pas la banlieue proche des grandes villes, donc on va dire que c'est tout ce qui est ville de 15 000 habitants à 150-200 000 habitants, qui peut être un chef-lieu, une expression qu'on emploie souvent en France, c'est une ville de sous-préfecture. Alors avec un côté un peu, c'est une expression qui est un petit peu, comment dire, je vais reprendre là. On parle parfois de villes de sous-préfecture pour parler de villes qui sont un petit peu restées sur le bord en fait du progrès, ou en tout cas qu'on imagine comme un peu à l'écart en fait de la métropolisation des grandes villes. On a porté un regard ces dernières années un peu négatif, un peu dépréciatif sur ces petites villes. Surtout quand on dit ville moyenne, c'est vrai que ville moyenne ça sonne pas forcément très, très heureux. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on parle plus de petites villes, de villes à taille humaine. Voilà, il y a plusieurs formules qui sont sorties, soit dans le giron politique, technique, géographique, pour justement qualifier ces villes d'une manière peut-être un peu plus positive. Et je dirais que de manière générale, ça fait quelques années qu'on observe j'allais dire une contre-offensive en fait des villes moyennes, qui étaient des villes, allez pour le dire vite, un peu ringardes, et qui retrouvent un certain attrait, en tout cas dans le discours médiatique et aussi dans le discours politique, avec des élus de terrain qui essaient de faire clairement de faire venir les habitants et de redorer un peu l'image de leur ville. En tout cas, c'est moi ce que j'observe beaucoup sur le territoire. Et donc voilà, on est un peu à la croisée des chemins. Les villes moyennes ont été un peu les mal-aimées peut-être de l'aménagement des territoires ces dernières décennies, et puis elles sont en train de prendre un petit peu leur revanche avec le récit médiatique qui s'est imposé dans l'après-Covid, qui est le récit de l'exode urbain. Alors on va y revenir, je pense, qui est cette idée que finalement un peu tous les habitants des grandes villes et de la région parisienne allaient partir à la campagne et dans les petites villes. Bon, évidemment, les choses sont un peu plus complexes, mais voilà, pour le dresser à grands traits, je dirais que voilà comment on peut résumer la place qu'occupent les villes moyennes dans le débat français aujourd'hui. Il y a un auteur qui donne une définition un peu féroce des villes moyennes. Il dit que c'est des villes dont on connaît le nom, mais on ne sait pas où les placer sur la carte. C'est-à-dire que quand on n'est pas originaire de Vierzon, d'Évreux, de Nevers peut-être, c'est très difficile si vous faites l'exercice avec quelqu'un qui n'a pas fait des études de géographie, moi y compris. J'avoue que c'est pas évident, et ce sont des villes qui ont... alors, c'est pas des villes qui n'ont pas d'identité, contrairement à beaucoup de banlieues qu'on ne sait pas placer sur la carte, ou qui peuvent même avoir une image un petit peu effrayante. Là, c'est plus le côté... bon voilà, c'est la France du milieu, des villes de sous-préfecture, encore une fois. On les imagine un peu endormis, et effectivement, on ne sait pas les placer sur la carte. Et leur nom même, je dirais, parfois, est associé à ce destin, un peu dans certains cas en tout cas, de déclin. Pour deux raisons, parce que c'est vrai qu'il y a eu un déclin industriel de certaines de ces villes, et puis il y a eu un déclin aussi peut-être alors politico-administratif, parce qu'elles n'ont plus la place centrale qu'elles avaient, et puis il y a aussi eu une question assez centrale, c'est par celle-là que peut-être que la question des villes moyennes est revenue dans le débat, c'est la question de la dévitalisation en fait, commerciale, du fait que les rideaux des commerces étaient fermés, qui est vraiment le symptôme marquant qu'on observe dès qu'on va dans une ville moyenne qui va mal. C'est la première chose qu'on voit, c'est que les centres-villes, les cellules commerciales sont vides, et ça, c'est voilà, pour plusieurs raisons, à la fois de paupérisation de ces bassins de vie, mais aussi avec comment dire, la concurrence qu'a exercé le commerce de périphérie depuis maintenant plusieurs décennies, même un demi-siècle. Et c'est vrai qu'on est un peu arrivé au bout de ce modèle. Voilà, donc les villes moyennes se posent des questions sur leur avenir. Alors, elles ne sont pas... je continue, ou j'enchaîne, ou Continuez, puis ouais. on verra en recoupe.
Non, mais je me disais peut-être sur l'identité, c'est vrai que ces derniers temps, pour prendre des exemples, il y a eu un article du Figaro Magazine sur Brignoles qui a été très mal perçu localement parce que c'était une promenade en fait dans cette ville du Var, petite ville désindustrialisée, et c'est vrai que l'aspect, ce qui était mis en avant, c'était vraiment la dévitalisation commerciale, le déclin, une forme de communautarisme aussi, et ça a été vécu comme un petit peu voilà, le symptôme de ce qui va mal dans ces villes. Et un autre exemple que je trouve intéressant, c'est celui d'Angoulême, qui est une ville qui a été choisie par le réalisateur Wes Anderson pour son dernier film, justement pour incarner une France un petit peu vintage des années 70, et sur laquelle il porte finalement un regard un peu affectueux. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ces aspects assez contradictoires de la ville moyenne qui va plutôt mal, qui est plutôt en déclin, et puis peut-être ville moyenne qui peut être vue aussi comme un horizon en fait, d'habitat intéressant pour des populations des grandes villes un petit peu comment dire, fatiguées dans l'après-Covid. Alors, il y a plusieurs types de villes moyennes, avec chacune des atouts différents. Dans votre ouvrage, vous parlez de la France désirable. Justement, c'est une tentative de quadriller, enfin de classer les communes, non pas en fonction de leur taille ou de leur densité, avec les métropoles, les villes intermédiaires et puis la campagne, la ruralité, ce qu'on fait souvent en opposant ces différentes strates, mais plutôt de dire finalement, dans chaque strate, dans les très grosses villes, les petites, les moyennes, il y a des coins qui sont agréables et des coins qui ne le sont pas, des coins dans lesquels les gens ont tous envie de vivre et des endroits dans lesquels ils n'ont pas envie de vivre. Pour prendre des exemples concrets, dans la France désirable, ce qu'on appelle aussi la France triple A dans le livre, on parle de Bordeaux. On s'arrête longuement sur Bordeaux, parce que Bordeaux, ça a été la métropole régionale star des classements des villes où il fait bon vivre pendant les années 2010. Dans les magazines, c'est devenu presque un marronnier, le palmarès des villes où il fait bon vivre, à partir d'un certain nombre de critères sur le climat, le dynamisme économique, la pollution, la sécurité, la présence d'hôpitaux. On établissait des classements comme ça. Et puis, le fait que Bordeaux ait été raccordé au TGV et qu'elle ait été mise à 2 heures de Paris a créé un afflux de population nouvelle et avec tout un tas de conséquences sur le prix de l'immobilier, sur les modes de vie. Donc voilà l'exemple d'une grande ville qui fait partie de la France très désirable. On parle aussi de Biarritz, sur la côte basque, qui va être elle aussi victime de son succès, avec énormément de nouveaux arrivants, une explosion des prix de l'immobilier aussi créée par la concurrence entre le locatif et les logements Airbnb. Donc une forme de ville moyenne, pour le coup très touristique, avec une très bonne qualité de vie, donc qui va avoir aucun des problèmes qu'on vient d'aborder des villes moyennes, qui va plutôt avoir les problèmes inverses de comment loger les locaux quand une part importante du parc de logements est préemptée par Airbnb, par le tourisme, les locations touristiques. Et puis on va parler dans le livre aussi de certaines campagnes comme le Perche, à 2 heures de Paris, ou la Drôme dans le sud, qui vont être des campagnes, là encore, pas forcément d'ailleurs très faciles d'accès, mais très attractives, avec beaucoup de résidences secondaires, beaucoup de gens de néo-ruraux, c'est-à-dire de gens qui viennent des villes pour avoir une vie un petit peu alternative, se lancer dans l'agriculture, faire des tiers-lieux, etc. Donc vous voyez bien que ce soit dans des très grandes villes, des petites moyennes villes ou dans des toutes petites communes, vous avez une France qui attire. Et puis, de même, vous avez des grandes villes qui vont pas si bien que ça, vous avez des villes moyennes, on en a parlé, qui sont un peu en déclin, ou dans lesquelles l'ambiance n'est pas forcément au beau fixe. Et puis vous avez des campagnes aussi qui subissent là encore une décroissance de leur population, dans lesquelles les gens ont de plus en plus de mal à vivre à cause du prix du carburant, dans lesquelles il y a peu d'emplois qualifiés. Donc voilà, il y a vraiment, c'est pas pour dire tout est dans tout et son contraire, mais il y a quand même une certaine diversité de profils, de villes, de communes dans chaque strate en fait. Voilà. Cette France désirable, elle est quand même caractérisée par c'est la France où il fait bon vivre. Oui, c'est ça, c'est la France où il fait bon vivre, soit parce qu'elle est bien située,
parce que le climat y est agréable, parce que c'est des villes qui sont belles aussi. On insiste beaucoup dans ce livre-là sur les paysages, en fait, naturels mais aussi humains, construits. Il y a eu tout un débat dans l'aménagement du territoire pendant les 10 dernières années, ce qu'on a appelé la France moche. La France des périphéries commerciales, des entrées de ville, parfois aussi du pavillonnaire, aujourd'hui on dirait des entrepôts logistiques, des flux commerciaux. Et c'est vrai que là, s'il y a une France moche, c'est qu'il y a aussi une France qui est belle. Et elle peut être, ça peut être Paris, ça peut être le Louvre, la Tour Eiffel, mais ça peut être aussi des toutes petites communes, des plus beaux villages de France. On fait des parallèles dans le livre, voilà, entre la localisation des villages labellisés, plus beaux villages, et puis les flux touristiques. Et puis c'est vrai qu'on se rend compte, voilà, sans beaucoup de surprise, que cette France désirable, c'est aussi une France qui est belle en fait, et dans laquelle effectivement il fait plutôt bon vivre. Et ça, je dirais que il y a plein d'indicateurs économiques qui le montrent, mais quand on est comme moi journaliste, qu'on se balade sur le terrain, en fait il suffit d'y aller. Souvent il suffit de passer une journée ou un week-end dans une de ces villes pour sentir qu'il y a une bonne ambiance, ou plutôt que ça va pas trop. Est-ce que c'est aussi une France qui correspond à l'imaginaire de la France? C'est-à-dire, elle n'est pas que belle, mais elle correspond à l'idée qu'on se fait de la France. Oui, bien sûr, c'est vrai que pour un touriste, pour un étranger, la France, c'est un réseau de petites villes à taille humaine dans lesquelles il va y avoir un marché le samedi matin, ou un autre jour de la semaine, marché vers lequel les habitants de la ville, mais aussi des villes alentours vont converger. Les gens vont s'asseoir au café pour boire le café, pour prendre l'apéro, discuter, échanger les potins. Il va y avoir une sorte d'interconnaissance en fait entre les habitants. Donc il y a ce côté effectivement vivant, rassurant à taille humaine qui incarne probablement la France d'Épinal. Et nous, dans le livre, on prend l'exemple de la boulangerie. C'est vrai que pendant longtemps, le boulanger, c'était vraiment le commerçant en fait, qu'on trouvait dans tous les villages, dans tous les quartiers de ville, petites, moyennes, grandes. Et on note que ces dernières années, surtout d'ailleurs dans les petites villes, la concurrence avec la périphérie a fait qu'un certain nombre de boulangeries se sont expatriées, se sont elles aussi déplacées vers la périphérie, vers les ronds-points, vers les axes routiers, avec des boulangeries de grande capacité avec parking. Et en fait, elles ont un peu adopté les codes de la grande distribution. Et du coup, c'est vrai qu'il y a même le boulanger, qui était un peu le dernier petit commerce qu'on trouvait dans n'importe quelle commune de France, a eu tendance à pas disparaître, mais à être menacé un peu par ce déplacement des flux vers la périphérie. Mais on a vu aussi, pour contrebalancer cette image, arriver une nouvelle génération de boulangers, d'artisans qui parfois viennent de reconversion professionnelle, d'autres métiers, ou d'ailleurs parfois ont quitté les villes pour aller à la campagne ou dans des plus petites villes, et puis qui réinventent un petit peu le métier de la boulangerie. Donc il y a vraiment je dirais, à la fois un renouveau commercial dans ces villes moyennes, porté d'ailleurs encore une fois souvent par des gens qui peuvent venir d'ailleurs et qui ont des projets de vie un peu différents, et puis cette menace un peu sur le lien social dans les villes moyennes, parce qu'on ne vit plus en France comme on vivait il y a encore un demi-siècle, quoi. C'est une France encore une fois où il fait bon vivre, et c'est vrai que je dirais que le marché immobilier aujourd'hui est un révélateur assez puissant des logiques de population, parce que alors tout le monde en France n'a pas le choix de son lieu de vie, puis les gens sont très attachés à l'endroit où ils ont grandi, on a tendance à l'oublier, même d'ailleurs dans les endroits qui ont mauvaise réputation, dans des vieux bassins industriels, les banlieues, enfin un peu partout en fait, les gens sont assez fiers de leur territoire, ils sont très attachés à l'endroit où ils ont grandi, donc ils ne se déplacent pas n'importe où, n'importe comment, n'importe quand. Mais par contre, c'est vrai qu'on a vu, encore une fois, dans l'après-Covid a accéléré ce phénomène. On a vu des mouvements sur le territoire, en tout cas des recherches immobilières de gens de plus en plus nombreux qui se disaient tiens, finalement si je télétravaille un peu, si je vais au boulot ponctuellement dans la semaine, j'ai un peu plus de marge de manœuvre dans mon lieu de vie. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a le choix, alors, un choix contraint, mais un choix quand même de lieu de vie, ce qu'on privilégie, c'est quand même la qualité de vie, et c'est pour ça qu'on voit ce boom sur les littoraux, sur toute la façade atlantique par exemple, qui est quelque chose qui était émergent il y a 5-10 ans et qui est en train d'exploser, hein, selon tous les agents immobiliers qui travaillent dans ces secteurs. C'est pour ça que la petite ville aussi attire, parce que la petite ville, on l'imagine effectivement
on imagine que c'est plus facile d'y vivre, qu'on connaît ses voisins. Bon, alors c'est peut-être un peu aussi des clichés ou une image qu'on s'en fait, mais pour les Français, c'est vrai que c'est associé à cette vie un petit peu paisible. Alors que par exemple, la région parisienne, aujourd'hui, elle est plutôt associée à la pollution, à l'insécurité, au temps passé dans les transports, à une concurrence aussi très forte dans l'emploi, sur le marché immobilier. Donc c'est vrai que c'est des villes qui sont dures en fait, quoi. Et la petite ville, elle a un peu cet aspect, alors comme diraient les Américains, de safe space, quoi, d'endroits un peu préservés. On imagine encore une fois un peu Wes Anderson ou même Amélie Poulain. Voilà, c'est cette vision un petit peu féerique de la France dans laquelle la vie s'écoule paisiblement. Et c'est vrai que beaucoup de gens aujourd'hui recherchent ça, ouais. Qu'est-ce qui fait l'identité d'une ville? Justement, le souci, c'est que soit c'est l'histoire et le patrimoine, et dans ce cas-là, on peut prendre une ville comme Avignon, qui a une identité très forte, soit elle n'en a pas. On revient à ces villes qu'on ne sait pas trop placer sur la carte, soit, ce qui peut être pire, elle en a une qui lui est accolée à cause de sa mauvaise réputation, à cause de sa situation économique. Et donc, certaines villes peuvent anticiper en fait leur réputation, peuvent faire ce qu'on appelle du marketing territorial, avec un succès variable, puisque pour faire du marketing, il faut renforcer les aspects positifs, mais on ne peut pas les inventer de toutes pièces, donc il faut jouer avec ce qu'on a, quoi, avec les cartes qu'on a en main. Et puis vous avez des villes qui essayent, et qui arrivent à changer faire évoluer leur identité. Et des villes qui ont pu incarner un certain renouveau. Une ville comme Arles, par exemple, qui n'avait pas forcément une mauvaise réputation, mais qui est aujourd'hui une ville culturelle. C'est vrai que là, par exemple, on a beaucoup vu, alors c'est vrai des grandes villes, mais ça peut être des villes moyennes et petites, que par exemple la culture a souvent été utilisée comme un moyen, on crée un festival, on fait venir des musées, etc. Un moyen de retrouver une image un peu plus positive ou de créer une sorte de choc d'image en disant regardez, ici, il n'y a pas que des bouseux. Marseille est un très bon exemple effectivement de ville qui a su se refaire une santé en termes d'image sur la culture dans les années 2010 avec le label Capitale européenne 2013. Avant elle, Lille avait aussi utilisé cette stratégie quelque part et c'est vrai qu'après je pense qu'il faut être méfiant avec ce marketing-là parce qu'il peut être utilisé à bon escient. En même temps, il peut mener un petit peu à une sorte d'indifférenciation quand toutes les villes moyennes, on l'a vu, les départements, les villes communiquent dans le métro à Paris. Quand vous êtes parisien, vous avez une sorte de concurrence en fait, pour vous attirer en fait, dans tel ou tel territoire. Et on voit un petit peu toutes les mêmes stratégies de communication se mettre à l'œuvre justement pour montrer aux habitants des grandes villes que dans tel territoire, on a un accès à la nature facilité, on ne paye pas 10 000 € du mètre carré son logement, on trouve facilement un emploi, les gens sont sympas, etc. Donc c'est vrai que la culture, le lien social, le dynamisme économique, c'est des leviers, c'est des atouts qui peuvent être utilisés. La nature aussi, la proximité avec la nature, c'est vrai que les petites villes en fait qui cartonnent sur le plan immobilier, c'est très souvent des cités en fait touristiques, balnéaires, de montagne. Donc ça c'est quelque chose ça a toujours été le cas, mais encore une fois, dans le contexte post-Covid, de réchauffement climatique, c'est quelque chose qui devient, je pense, central, même dans l'inconscient des gens parfois dans leur choix. On en parle beaucoup, mais dans les faits, est-ce qu'on le quantifie ? Est-ce que c'est un phénomène médiatique encore ou est-ce qu'il y a un vrai déplacement de population? Alors je sais qu'il y a une équipe de chercheurs là, du POPSU qui est en train de travailler là-dessus et qui a livré ses premiers résultats qui montreraient qu'il y aurait plutôt une amorce en fait, de flux, mais assez modérée par rapport à l'intensité de la couverture médiatique. Pourquoi ? Parce qu'il peut y avoir des effets, parce que déjà les signaux faibles sont souvent entretenu par les médias, et aussi parce qu'il peut y avoir un effet de bulle, parce que c'est vrai que les populations qui se déplacent sont les populations qui ont accès au télétravail, donc vous avez beaucoup de cadres ou de professions intellectuelles, par exemple de journalistes typiquement, d'artistes, qui vont pouvoir être concernés par ces déplacements, alors que quelqu'un qui est caissière ou qui a un métier sur un site de production ou un métier dans lequel il doit se déplacer, va avoir des marges de manœuvre moindres pour passer d'un bassin de vie à un autre du jour au lendemain. Donc c'est vrai que
cette idée qu'on est tous libres de nos mouvements et qu'on peut déménager d'une région à une autre facilement, c'est pas forcément aussi vrai que ça. Cela dit, je pense qu'il y a quand même un effet d'entraînement, le fait qu'on en parle de plus en plus. Il y a aussi un effet exemple quand on voit par exemple à la une des magazines que machin ou machine a tout quitté et est parti de la région parisienne pour s'installer au Vert. Enfin voilà, pour prendre des exemples concrets, Stéphane Bern qui annonce dans la presse qu'il quitte Paris pour aller, je crois, dans le Perche ou en Bretagne. Bon, c'est des exemples, mais c'est le fait que des people, en fait, elles-mêmes aient des mouvements, décident de quitter la ville et de l'annoncer et dire, bah voilà, moi j'habite à la campagne, j'habite dans une petite ville. On a vu aussi des stars de la télé, des journalistes en vue aussi suivre ces mouvements-là, des influenceurs, des influenceuses. Et ça, je pense que ça aussi, ça peut avoir justement une influence sur le reste de la population. Pour revenir sur la France désirable, il y a la France désirable donc, qui participe à cet exode qui reste médiatique. Et puis il y a la France backstage, celle qui est clouée là où elle est et qui fait marcher la machine, c'est ça? C'est vrai que effectivement, nous dans le livre, on essaie de, comme j'ai dit, d'établir une sorte de hiérarchie des territoires en fonction aussi de leur image. Et on utilise d'ailleurs un indicateur assez original dans le livre qui est la popularité des communes sur le site Wikipédia, donc le nombre de requêtes rapportées à la population, pour pas qu'il y ait des effets de biais trop importants avec des grandes villes qui seraient beaucoup plus regardées, requêtées que les petites. Mais on se rend compte qu'effectivement, il y a une France qu'on a appelée backstage. Pourquoi ? Parce que encore une fois, c'est pas forcément qu'elle a mauvaise réputation, c'est plus qu'elle n'en a pas vraiment. Elle est composée de villes petites ou moyennes qui peuvent être du périurbain, qui peuvent être des villes industrielles, des grands axes logistiques, routiers. Et c'est vrai que je pense que dans la société de l'image, de réseaux sociaux dans laquelle on est, encore une fois, l'identité, ça a toujours compté, c'est pas nouveau, mais ça peut compter de plus en plus. Et souvent, par exemple, les réseaux sociaux n'ont pas inventé, n'ont pas créé de toutes pièces le charme des côtes méditerranéennes ou des Alpes, voilà, mais ils n'ont fait qu'entretenir et amplifier les inégalités, en fait, quelque part géographiques ou climatiques, ou de patrimoine qui opposaient les différentes villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parfois compliqué pour une partie du territoire d'exister, d'être dans la lumière. Après, c'est pas non plus un concours de beauté généralisé. Il y a plein de villes. Il y a aussi des villes discrètes, en fait, dans lesquelles on vit bien, dans lesquelles les gens sont contents de vivre. Il y a tout un pavillonnaire comme ça, un petit peu hors des radars, qui n'est pas forcément marqué par les mouvements de gilets jaunes, qui est pas marqué par l'insécurité ni par la pauvreté. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que dans la France d'aujourd'hui, il y a quand même un déplacement de la compétition pour les meilleurs territoires et qu'elle est vraiment très liée, encore une fois, à ces questions de désirabilité, d'image et de qualité de vie, notamment de la qualité de vie hors travail. À partir du moment où le travail devient secondaire et qu'on peut jouer avec cette donnée parce qu'on peut le faire à distance ou parce qu'on a besoin d'être sur le site de production ou de réunion que ponctuellement, il y a un certain jeu, une certaine marge de manœuvre qui est ouverte, qui est proposée aux gens. Et dans ce cas-là, les territoires peuvent, encore une fois, des territoires qui étaient exclus de la compétition peuvent y rentrer. Typiquement des petites villes, des villes moyennes qui jamais de la vie ne pourront être compétitives par rapport à Bordeaux ou Nantes ou Paris en termes de marché de l'emploi tertiaire par exemple. Voilà. Quel rôle est la place des villes moyennes dans la structuration du territoire aujourd'hui ? C'est ça, c'est-à-dire qu'elles auront un rôle, à la fois de marché de report par rapport aux grandes villes, d'alternative par rapport à la vie dans ces métropoles, et puis elles ont aussi je pense qu'il y a une confusion qu'on fait souvent dans ce débat, c'est quand on dit ville moyenne, on imagine, on l'a dit, le centre-ville avec le marché et puis l'habitat plutôt collectif. En vérité, quand les gens vont vers une ville moyenne, ce qu'ils recherchent, c'est plutôt la maison en périphérie. Donc une ville moyenne, c'est une petite ville française typique avec tout son étalement, toute sa couronne en fait, pavillonnaire. C'est un oignon. Voilà, c'est un oignon, un donut, selon l'image qu'on emploie. Et c'est vrai que c'est ça la réalité d'une ville moyenne. Souvent, c'est une ville. Parce que dans le donut, au milieu, il y a un trou. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que ça exactement.
On parle souvent de territoire intelligent. C'est quoi un territoire intelligent? Je ne sais pas. Non, c'est pas une formulation que j'emploierais. Je sais pas trop en fait. Les défis majeurs pour les villes moyennes, qu'est-ce qu'elles doivent relever comme défis majeurs? Justement, je pense qu'elles doivent. C'est compliqué parce qu'elles doivent à la fois entrer dans cette compétition pour les territoires désirables avec leurs propres atouts et sans, je dirais, sans d'une part tout se singer et sans d'autre part devenir de purs outils comment dire, d'aménagement au service des cadres mobiles des grandes villes qui ont envie de vert. Donc elles ont besoin de conserver une certaine mixité de population, et c'est ce qui fait aussi le charme des villes moyennes, je trouve. C'est que, pour en avoir fait quelques-unes récemment, c'est pas des villes qui ressemblent à la France, à la région parisienne, à la France des grandes villes. C'est un autre rythme, c'est une autre ambiance, avec ce que ça a de rassurant, parfois d'ennuyeux, mais c'est quelque chose, c'est autre chose, voilà. Et je pense que ça doit rester autre chose, ça sert à rien de lutter dans la même catégorie, dans la même ligue que les métropoles, parce que ça n'a aucun sens. Mais je pense que le côté ville d'alternative, ville d'équilibre, reste puissant dans l'imaginaire français, et que aujourd'hui encore, les villes moyennes ont un rôle à jouer. Probablement pas le même qu'il y a un siècle ou deux. On parlait au début de la définition de la ville moyenne. En fait, cette ville moyenne, on peut la caractériser par un art de vivre aussi. C'est ce que vous disiez un peu, c'est autre chose, c'est une autre ambiance. C'est un autre imaginaire, et c'est aussi, peut-être on l'a pas dit, mais une ville moyenne, c'est aussi une ville dans laquelle beaucoup des gens qui ont grandi sont restés, ce qui est l'inverse des grandes villes qui brassent énormément, dans lesquelles on passe, par exemple, on est étudiant, ou on travaille quelques années, puis on repart, une fois qu'on a fondé une famille. Donc c'est vrai que c'est une autre société, je dirais. Voilà. C'est une autre sociologie, et c'est vrai que dans les villes moyennes, il y a des riches, des pauvres, des moyens, mais il y a aussi cet attachement, je pense, au territoire, qui est peut-être encore assez fort, plus que dans les grandes villes, et qui explique que il peut y avoir un certain attrait aussi pour cet aspect un peu plus calme, ce rapport au temps peut-être aussi, et à la vie, et aux réseaux sociaux aussi, aux gens. C'est-à-dire, quand on est dans des petites villes, on se connaît, beaucoup de gens se connaissent, et puis on se fait des nouveaux amis, on rencontre des gens, mais on ne brasse pas autant de diversité de population et de réseaux que dans les grandes villes. Donc c'est aussi un choix, quelque part, pas de décroître, mais d'avoir une relation, un rapport par exemple à la carrière, à la vie de famille, aux réseaux amicaux, un peu différent que celui des grandes villes, effectivement. Dans les petites villes, oui. Alors il y a des gens qui adorent au contraire vivre dans des grandes villes, et qui pour rien au monde retrouveraient la vie provinciale à la française, dans tout ce qu'elle a aussi. Encore une fois, il ne faut pas l'oublier, ce que ça peut avoir de sclérosant ou d'agaçant pour certaines personnes, ou à certaines périodes de la vie. Mais je pense que le mouvement général vis-à-vis de la pollution, vis-à-vis des rythmes de vie, encore une fois, dans l'après-Covid, qui a montré aussi les limites des grandes villes. Enfin, une ville qui est confinée, dans laquelle on ne peut pas sortir au cinéma, au théâtre, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas se voir, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est des infrastructures et des gens entassés sans possibilité de se voir. Et c'est à ce moment-là je pense qu'on a réalisé collectivement qu'une ville, c'était avant tout un lieu d'échange. Et c'est vrai que la richesse d'une grande ville, c'est surtout ses habitants, c'est son réseau social. On ne vit pas à Paris pour la Tour Eiffel, quoi, ou peut-être les premiers mois, mais ça passe vite. Donc je pense que il y a la logique aussi urbaine, elle est liée à cette recherche d'échange, de rencontres, de réseaux, et ça restera de toute manière, mais le numérique, le télétravail, les transports, la nouvelle relation qu'on a au territoire dont j'ai parlé, font que je pense qu'il y aura peut-être une forme de rééquilibrage aussi en faveur de ces petites villes. Parce qu'on peut aujourd'hui, ce que veulent les Français, je pense, c'est à la fois le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire avoir le calme, la tranquillité des petites villes, ce côté un petit peu rassurant, et puis le côté stimulant des grandes villes, quoi. C'est quoi les leviers du rebond des villes médianes aujourd'hui ?
Je pense que ça dépend. Encore une fois, c'est une forme de tourisme prolongé pour certaines, c'est-à-dire celles qui sont à 2 heures des métropoles et qui commencent à jouer un rôle de nouvelles couronnes en fait, périurbaines de fait pour une partie des populations des grandes villes. Donc c'est des villes, là je parle des villes satellites, des villes de second rideau. On a ça autour de Toulouse, de Bordeaux, de la région parisienne évidemment. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans les flux d'après-Covid, c'est quand même pas mal ce qui a émergé. C'est-à-dire que les petites villes ou les villes moyennes qui attiraient, c'était pas celles qui étaient très loin de l'armature voilà, des villes françaises. C'était plutôt celles qui étaient placées en second rideau à 1 heure, 1 heure et demie, parce que, encore une fois, avec le télétravail, c'est la distance qu'on peut aller chercher pour s'installer. Et puis pour celles qui sont plus isolées, c'est justement le fait d'être des endroits un petit peu qui restent peut-être à découvrir, à défricher, avec là pour le coup un mode de vie alternatif, mais pas dans le sens alternatif hippie, dans le sens alternatif différent, plus connecté à la nature, plus serein aussi, je pense, pour certaines personnes à certaines périodes de leur vie. Et je pense que encore une fois, c'est retourner ce qui était des stigmates, en fait, qui étaient des insuffisances de la ville moyenne, comme des atouts, enfin comme des forces. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu apparaître ces dernières années et qui va continuer. Voilà, de dire oui, effectivement, nous, on n'a pas un énorme réseau de start-up ou une école supérieure, et on n'a pas plein de musées et tout, mais on a des endroits sympas pour se balader le week-end, on a un marché de producteurs, on a je sais pas quoi, voilà, on a une autre chose à offrir. Mais je pense que l'erreur, justement, c'est de se mettre sur le même ring, en fait, que les grandes villes, puisque c'est de fait des espaces différents qui remplissent des fonctions différentes, quoi. La dernière question, c'est après avoir écrit La France sous nos yeux, quel regard vous portez aujourd'hui sur les villes moyennes et sur la France et ses villes moyennes? Je pense que c'est un sujet qui est passionnant parce qu'il n'existait pas il y a quelques années. Enfin, il n'intéressait pas grand monde. Et aujourd'hui, tout le monde en parle. Les villes moyennes sont un peu les nouvelles stars, en fait. Enfin, les nouvelles stars, les nouveaux sujets chauds, je dirais, de l'aménagement du territoire. C'est vraiment, dans les médias en tout cas, c'est le sujet que les gens traitent beaucoup. C'est le sujet qui fait aussi réagir. Et c'est pour ça que je pense que c'est un sujet d'avenir. C'est-à-dire qu'on redécouvre un petit peu nos villes moyennes et on redécouvre la manière d'y vivre. On redécouvre aussi les problèmes que certaines d'entre elles subissent. Je pense que ce qui est nouveau, c'est peut-être cette conscience en fait qu'elles sont importantes dans notre patrimoine urbain et qu'elles sont encore une fois liées à un mode de vie qui est assez typique, qui suit encore une fois à la fois du marché de la petite ville, mais aussi du périurbain qui s'est développé depuis les années 70-80, de la maison individuelle, de la voiture, des entrées de ville. Tout ça, c'est en train de rentrer en fait quelque part dans le patrimoine architectural français récent. Et on le voit d'ailleurs, les gens disent souvent, quand je vais dans une ville en France, j'ai l'impression de voir toujours la même ville parce qu'il y a toujours la même entrée, il y a les mêmes ronds-points et les lotissements, etc. Donc c'est vrai qu'on a aussi un peu homogénéisé le territoire, mais on garde aussi une certaine diversité de bâtis à l'intérieur dans les vieilles villes, et ça c'est quelque chose que je pense que les Français sont un peu en train de redécouvrir. Le mot de la fin? Vive les villes médianes. Merde, je vais faire tomber mon micro une deuxième fois. Bon, écoutez, un deuxième mot de la fin, non? Parce que je vous ai pris un peu peur. Peut-être on le refait, mais sans le micro qui tombe, non? Ouais, sans le micro. On fait ça, ouais. Hein? Je veux dire les villes moyennes, parce que je dis les villes moyennes toutes. Vous dites ce que vous voulez, mais comme je vous ai pris un peu dépourvu pour le mot de la fin, je vous laisse réfléchir à 3 secondes au mot de la fin. Non, vive les villes moyennes, c'est bien, je pense. Bon, allez. Le mot de la fin? Vive les villes moyennes.